Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. Bonjour à tous, on est du côté de Beaune à l'invitation de Fred Fourgeot et de La Cima qui fabrique Mache, cette marque qui monte. Mache, on va essayer cette 125, mais Mache fabrique également des 400 cm3, des 650 cm3. On va tout savoir de cette nouvelle marque et puis on va parler de sport, bien sûr, de MotoGP, mais aussi de tout terrain avec le rédacteur en chef de Moto Revue, Thierry Tracan, qui sera avec nous pendant toute l'émission. Venez avec moi. Nous voici donc dans le hall d'entrée de La Cima. On est à Beaune, à 500 mètres de Beaune, et exactement, on est à Levernois. Et c'est Fred Fourgeot, le patron de La Cima, qui nous accueille. Salut Fred. Salut, content de te recevoir. Merci, merci. On est avec Jean-Michel Paquin aussi, le directeur de La Cima. Salut Jean-Michel. Bonjour David, bonjour à tous, super. Et puis un invité local, Thierry Tracan, bourguignon, t'habites pas très loin d'ici, rédacteur en chef de Moto Revue et puis éminent pilote du Dakar, de vitesse. Enfin, tu nous diras tout ça. Salut Thierry. Merci, bonjour. Donc, on est donc à Beaune, à La Cima. La Cima, c'est une marque emblématique dans la moto. Elle a été portée pendant de nombreuses années par Marcel Serin. Aujourd'hui, c'est toi, Fred, qui préside aux destinées de cette prestigieuse enseigne. Depuis quand tu as repris La Cima ? Je suis arrivé pour redresser l'entreprise en 2006 et je l'ai racheté en 2008. D'accord. Jean-Michel, toi, tu es il arrive en culotte courte, il avait 12 ans. Il avait du vélo dans la cour. Il a commencé comme magasinier à 18 ans et aujourd'hui il est directeur général. Je suis là depuis 30 ans, effectivement. Tu te souviens l'année? Tu te souviens de tes premiers jours ici? 88 ou 89, je me souviens plus. Comment il était? C'est Marcel qui t'a embauché ou En fait, une partie de ma famille est ici et en vacances l'été, je fais un coup de moto d'enduro et les locaux étaient ouverts. Je rentre avec ma moto dans les locaux, je tombe sur Madame Seurat. Et à l'époque, tu pouvais rentrer, c'était... Je tombe sur Madame Seurat et voilà. On a commencé à discuter. Elle m'a dit « Ah, mais si vous avez rien à faire, venez, on a des magasiniers qui sont en vacances et on a du boulot. Si vous voulez, vous commencez demain. » C'était l'été? C'était en plein été, c'était les vacances scolaires pour moi. D'accord. Quel âge t'avais? J'avais 18 ans et des brouettes. D'accord. Et au lieu d'être en vacances, je suis venu travailler et ça continue. Fred, toi, La Cima, tu connais de longue date puisque tu connaissais Marcel. Ma première vie, j'étais pilote et après marchand de moto. Marchand de moto, je représentais les marques de Marcel. Marcel venait me voir à Amiens. Moi, quand je descendais dans le sud où je m'arrêtais chez lui, je dormais chez lui. On avait à peu près les mêmes... on était deux grandes gueules. Enfin, moi, j'étais une petite gueule parce que j'étais beaucoup plus jeune. J'aimais la Corse. Il aime la Corse. Il a choisi la Bourgogne pas par hasard. Hein, il aimait bien vivre. C'est monsieur et madame Seurat, je les adorais. Je les suivais, donc j'étais concessionnaire, j'étais leur client. Et puis après, ma deuxième vie professionnelle, ça a été Hippone. J'étais président d'Hippone. Et donc j'avais choisi d'être omniprésent sur le championnat Supermotard. Et donc je retrouvais Marcel presque tous les dimanches. Donc on mangeait l'onglet à l'échalote le dimanche matin sur le camion Hippone. D'accord. Toi Thierry, La Cima, tu connais bien aussi, tu es bourguignon, forcément tu connais La Cima. Et puis tu as été pilote aussi pour Marcel. Explique-nous un peu tout ça. Ouais, moi je suis plus du Nord, je suis un bourguignon du Nord, hein, du côté d'Auxerre. C'est différent. Ouais, c'est pas totalement différent. Un bourguignon, t'es bourguignon. De toute façon, voilà, t'es toujours un petit peu, c'est un peu mieux quand t'es bourguignon. D'accord. Le vin est meilleur par ici, mais bon. Toujours. Ouais, bon, on a Chablis, on a quelques petits vins sympas quand même. Ouais. Et Marcel, oui, Marcel, j'ai eu la chance, moi, voilà, quand je suis arrivé jeune journaliste, rapidement, j'étais au tout-terrain, donc c'était parfait pour rencontrer Marcel. Et oui, sur un essai, un jour, voilà, ça a bien matché entre nous. Tu travaillais déjà à Moto Revue à l'époque? Tu es arrivé en 97? Ouais, je suis arrivé à Moto Revue en 97. Voilà, j'étais embauché en tant qu'essayeur tout-terrain. La Cima version Marcel Serat, c'était Ducati, MV Agusta. C'était aussi Peter Ancel, Pidou, Chambon.
Ils sont tous passés, les grands champions, par ici. L'éleveur de champions, c'est un éleveur de champions. Peter est resté combien de temps chez Marcel? A habité chez Marcel? Pas loin d'une petite dizaine d'années. On peut en citer d'autres. Marc Morales, Hubert Auriol, Cyril Neveu. Ils sont tous passés ici, en fait. Tous les champions. Beaucoup de champions tout-terrain sont passés. David Frétinier. Hormis Gilles Lallet, effectivement, qui n'était pas passé. Cyril Esquirol. Tous les autres, Cyril Esquirol, j'en oublie des tonnes, c'est sûr. Alors on va reparler de l'actualité de MASH aujourd'hui. Fred, tu as insufflé un nouvel élan à cette marque en 10 ans. Et aujourd'hui, la tête de gondole, on va appeler ça comme ça, c'est MASH, une marque que tu as créée de toutes pièces, on va dire. MASH, on a choisi le nom emblématique, le film MASH, Lèvres en feu. Dans les années 70. Années 70, vers les étoiles, l'armée, les chirurgiens rigolos, donc un peu la rigolade, donc pas se prendre au sérieux. On a commencé à trouver un petit produit tous les deux. On était sur un salon à Canton, en Chine. Et puis on fait un petit tour. On se dit on se retrouve dans une demi-heure ou une heure. Et on s'est retrouvés. Il dit moi j'ai une idée. Il dit moi, lui aussi. Il me dit moi j'ai une idée aussi. On était au même endroit. En fait, on en a parlé tout à l'heure. C'était un peu la base d'une moto XLS. Honda, une quoi. Honda, Inspiration route, Honda, voilà. ouais. Et Le donc moteur. on a dit il y a une base pour faire du néo-rétro. C'est sûr que t'inventes rien, en voiture ils avaient commencé avant nous, l'Austin, il y a pas mal de réussites en automobile. Donc on a commencé avec cette petite moto en 2012, et là on s'est un peu foutu de notre gueule. La 500, c'est ça Non, la 125 la 70. 125, ouais, c'est 125 orange, là, okay. On s'est un peu moqué de nous, et puis en fait ça a tout de suite bien démarré. Le marché du 125 était en chute de 30% dû au secteur de formation. Voilà, au secteur de formation. Ouais, tous les constructeurs essayaient de trouver des solutions en leur payant la formation, en faisant ceci, cela. En fait, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'on on vendait des produits aux consommateurs qu'ils ne voulaient pas. C'est des produits qui viennent d'ailleurs, tu vois. On essaie de nous infuser aujourd'hui des 250 ou 300 sportives, parce qu'elles existent au Japon ou ailleurs. Mais en fait, ce pas des produits qui sont demandés par les Européens. Et là, on a fait un produit qui collait bien à la nouvelle mode du néo-rétro. On a vraiment été les premiers à avec des surfer tarifs là-dedans. accessibles. Vous arriviez avec des pièces que vous alliez chercher vous-même. Donc c'était des pièces en Chine que vous alliez chercher. Après on a trouvé des partenaires, on a trouvé un constructeur. Le premier c'était Quinky, une usine qui est en joint venture avec Suzuki. Donc la motorisation c'est Suzuki en 125 et en 2,5. On a commencé avec eux dans ces cylindres-là. Ça s'est passé super bien. On a progressé. Donc mon rôle à moi, c'est de trouver les produits de demain. C'est aussi de fabriquer des jouets et non pas des produits utilitaires comme eux. Ouais. Donc quand on dit la Chine, ils fabriquent des 2 chevaux et des 4L parce qu'ils ont des clients pour cela. Et ils vendent pas des Royce et les riches achètent les Royce en Europe ou des BMW ou des Mercedes. Donc aujourd'hui, moi, j'ai mon cahier des charges. Donc, eux sont industriels. Ils ont l'outil. Ouais. Voilà, un très bel outil moderne. Ils n'ont pas la connaissance du marché européen et de tout ce qui des modes et des fashion, des designs. Donc, c'est toi qui insuffle un petit peu le cahier des charges. Et aujourd'hui, la gamme, Jean-Michel, elle est de combien de modèles chez MASH? Aujourd'hui, on est à 15 modèles. Qui vont du 50 cm3 scooter, 125 scooter, 50 à boîte, 4 temps, Euro 4, on a passé Euro 4, jusque 400 cm3 et bientôt plus. Et bientôt plus. Non, on peut le dire, 650. 650 bientôt. Au prochain salon, il y aura une 650. Ah d'accord. Thierry, toi, les MASH, comment ça a été perçu dans la moto? Fred disait, on s'est fait un peu foutre de nous au début. Comment ça a été perçu à Moto Revue? Déjà, ça a été perçu. Moi, je me rappelle la première fois où tu m'avais montré ton proto. Parce que tu dis on a eu le nez creux par rapport à la mode néo-rétro. C'est tout à fait vrai. En fait, la mode néo-rétro, elle n'existait pas complètement. Elle n'était pas aussi développée. Donc, en fait, moi, j'avais vu ce proto. Je me suis dit, tiens, c'est osé, etc. On n'était pas vraiment sur le créneau encore. Et aujourd'hui, toi, Fred, ça te met en boule parce que aujourd'hui, vous avez des a priori, vous recevez des a priori, alors que les autres marques font fabriquer dans tous les pays moto émergents. franco-chinoise. Voilà. Et quand on parle d'une BMW, on ne dit pas l'indienne allemande ou la Triumph, la taïwanaise anglaise, la Royal Enfield. Le KTM, c'est pas hindou.
hindou. Voilà. Et autrichien. donc ça te met un peu en rogne. Ça parce me met un peu en rogne parce que- qu'on vend quand même aujourd'hui 8000 véhicules. Ouais. Hein, et on va continuer. On exporte dans 18 pays, 50% à l'export. Je pense qu'on a une certaine performance. Au niveau de la prévente et de la garantie, assurer le consommateur du produit. Je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, on a été élu, on a fait podium à l'officiel du cycle devant les grandes marques, hein, devant BMW, devant Honda, devant Yamaha, au niveau du service et de la qualité et du de la SAV. qualité. Donc les pieds détachés sont dispo. On a toujours 2 millions d'euros de pièces, on a toujours 3000 véhicules en stock, on a 37 personnes, comme tu vois, le siège social représente quelque chose, 37 personnes Là, au vous siège. assemblez ici, il y a, Non, il y a ici, des alors services de... comment ça de- fonctionne? Ouais. Ça fonctionne de la façon suivante. Aujourd'hui, on fait un proto ici. Oui. C'est un peu comme dans la cuisine. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile. On a les fonds de sauce. Hein. Donc, on a déjà des produits existants. Donc, on fait le proto que tu as vu d'ailleurs, que j'ai exposé à Lyon, un peu l'XT, la moto qui va faire Super Motard ou Trail en 2 versions. Cette moto-là, elle est faite ici, à la main. Donc, elle n'est pas faite pour rouler, mais on ne la fait pas en 3D, on fait une vraie moto. D'accord, Voilà. donc c'est un proto Voilà. que vous faites Si on a ici. besoin de roues en 18, en 19, en ce qu'on veut, on a une fourche de telle longueur, on les appelle par avion, 8 jours après j'ai ce que je veux. Le dessin, même jusqu'à dessiner le pneu, hein, je veux un pneu de dessin de dirt comme on voit là, j'ai le dessin. Alors sur cette moto qu'on va le essayer... pneu. Bon. Cette moto, elle est faite, elle est envoyée par avion, D'accord. et après elle est analysée par le constructeur. Et entre le proto initial et la moto définitive, combien de temps? 1 an, je pense, 1 an sur des produits quand on a les fonds de sauce, comme j'ai dit. Et 3 ans si, par part exemple, d'une feuille blanche. le 650, on fait le 650. Donc je fais fabriquer un moteur 650 qui m'appartient, qui va appartenir à la CIMA. D'accord. Pour pas se faire sauter, hein, parce Ouais. qu'on en a marre un peu aussi de se faire sauter. Ah, c'est le Donc cas. aujourd'hui, on va faire alors c'est un copier. comble, Donc, parce que on va faire notre moteur, et puis comme ça, il ne sera pas copié. Alors justement, la gamme MASH va s'enrichir avec une Dirt 125, la moto jaune qu'on voit dans le hall et qu'on a pu essayer en Bourgogne, aux alentours de la CIMA. On regarde ça tout de suite. Suzuki France vous donne rendez-vous les 20 et 21 juillet au pôle mécanique d'Alès pour une plongée dans l'univers Suzuki. Des stars, du show, des essais, 2 jours de passion, de convivialité et de fête. Le Suzuki Festival, on compte sur vous. Alors au moment où on a essayé cette MASH 125 Dirt Track, elle avait 0 km, elle n'est même pas sortie dans le commerce, donc c'est une exclue que nous vous proposons. C'est une 125 cm3. Chez MASH, ces 125 sont issus de moteurs dérivés de moteurs Suzuki, comme les 250. Donc cette MASH est très valorisante, comme vous pouvez le voir, avec un coloris or et un réservoir biton comme celui-ci. Très valorisant également le pot long comme sur les scramblers, les cafés racers. Et puis ce qu'on peut constater, c'est aussi la plaque phare avec des feux à LED à l'avant. Ce qui est intéressant sur cette 125 cm3, c'est son poids, 125 kg également, donc ça la rend très maniable. On apprécie plusieurs détails de finition et notamment plusieurs détails de dynamique comme le freinage intégral. Alors on s'est fait surprendre un peu par le freinage intégral parce qu'on a voulu faire un petit dérapage, on voulait s'amuser derrière, ici on est en Bourgogne, il y a des petites routes sympas, on a voulu s'amuser. Donc freinage intégral, à l'exception du freinage, évidemment, du frein avant qui freine indépendamment du frein arrière. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le petit bloc compteur avec toutes les informations. C'est écrit petit, mais il y a l'indicateur de vitesse, donc un bon niveau de finition pour cette moto. Regardez la selle surpiquée, voilà. Donc avec l'arrière et puis le petit phare plutôt valorisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est le degré de finition des leviers qui sont, on le voit, anti-chute, voilà, avec pas mal de petits détails comme le petit bocal. C'est plutôt bien fini. C'est une moto qui est proposée sous les 2700 €, c'est-à-dire 2695 €. Donc c'est pas cher du tout pour une moto de ce niveau de finition. Ce qu'on a moins apprécié, c'est par exemple alors le bouchon de réservoir très valorisant mais sans charnière.
Voilà, ce qui nous a quand même permis d'attacher notre GoPro, donc ça a des avantages. Alors on a fait un petit tour à la campagne, mais cette moto elle est aussi considérée comme une citadine. Hauteur de selle 780 mm, on pose tranquillement ses pieds au sol et puis on est bien installé pour circuler en ville également. Alors l'essai de cette Dirt 125, pourquoi vous avez commercialisé cette moto, Fred ? Pour encore une fois prendre de l'avance sur les concurrents, essayer de trouver des idées nouvelles. C'est vrai que beaucoup de show bike sont faits à base de dirt, de la moto américaine. Je trouvais l'idée intéressante de commercialiser le premier ce type de machine. L'inspiration néo-rétro, elle a donné lieu à un fameux festival internationalement connu maintenant, le Wheels and Waves, dont on reparle tout de suite dans les tops et les flops. Les tops, les flops avec donc le festival Wheels and Waves qui vient d'avoir lieu à Biarritz, la 7e édition. C'est devenu un festival très important, internationalement connu, comme je le disais. C'est parti un petit peu d'une idée et ça a surfé, sans mauvais jeu de mots, sur une tendance. Et aujourd'hui, eh bien, ce festival, il est un petit peu critiqué comme tous les succès, évidemment. Et il a pris une dimension que certains considèrent comme plus très proche des motards. Vous n'y allez pas d'ailleurs au Wheels and Waves cette année. Vas-y, je t'en prie Jean-Michel. On y a été une fois. Ouais. Et effectivement, on a été un peu déçus, je peux dire ce qu'on a ressenti. On a été un peu déçus de l'éloignement du côté motard. Et on allait plus vers le côté mode, hipster, etc., qui est moins notre univers. Mais on n'y est pas un peu dans le côté, je vois des fringues, je vois des casques, le côté un peu mode, on n'y est pas, Fred, un petit peu là ? Tout ce qu'on fait, c'est quand même toujours pour rouler et pour prendre du plaisir en moto. Le Wheels and Waves, Thierry, comment ça a été perçu à Moto Revue et comment c'est perçu aujourd'hui ? Vous le couvrez ? Vous envoyez des journalistes là-bas ? Non, on l'a couvert, mais cette année, non. Personne n'y va. Bon, écoute, après, pour d'autres raisons. Nous, on essaye encore une fois, à Moto Revue, on est curieux d'un petit peu tout, tout ce qui est autour de la tendance moto, donc le Wheels and Waves en fait partie. Après, cette année, pour des raisons de calendrier, de personnes, etc., on n'y sera pas, mais c'est un événement qu'on a annoncé. Après, c'est une partie de l'univers moto, même si c'est une partie à la marge. Voilà, ça en fait partie. Nous, on a une curiosité par rapport à ça. Et puis, de moins en moins à la marge aujourd'hui. De moins en moins à la marge par rapport au type de moto, en tout cas. Enfin, toujours à la marge. C'est une niche parmi. Est-ce que ça ouvre pas un peu la moto sur d'autres complètement. univers, Bien sûr. Grand public. Ouais. Non, mais si c'est bénéfique à la moto, parfait, bien sûr. Nous, on applaudit des deux mains. On n'est pas du tout sectaire. On n'est pas hyper sport ou trail ou roadster, etc. On est pro moto, forcément. Donc, très bien. Alors un autre top, c'est une nouvelle radio qui s'est lancée sur les ondes, une nouvelle radio moto, la radio des motards, issue de la Fédération des motards de France. Ce sont des nordistes comme la radio Kikinkout et Toupal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une radio très connue dans le Nord. On se rappelle d'autres initiatives de radio, Candy FM, en 2013 devenue la Moto Radio puis qui a disparu. Et puis il y avait dans les années 70 une fameuse émission de moto qui s'appelait La Poignée dans le coin. Voilà, sur une fameuse radio. Et est-ce que vous vous souvenez qui était l'un des animateurs de cette émission de radio, La Poignée dans le coin? C'est le petit quiz de l'émission. Oui. Il est ministre aujourd'hui. Oui, ministre de l'écologie, oui. Exactement. Ouais. Nicolas Hulot, voilà, présentateur de La Poignée dans le coin. On passe au flop avec le premier de ces flops, c'est Eric Sélis qui n'est pas venu dans cette émission. Voilà, alors là, on est très déçus. On le salue. Eric Sélis, tu connais bien Thierry, on a été coéquipiers tous les trois. Tous les trois, ouais, en 99 au Bol d'Or, exactement. Ouais. C'était notre grande première à l'époque. Ouais, ouais. Voilà. Et encore avant, 24 heures. Oui, juste Roadster. avant. Oui, voilà. Oui. Où tu avais fait un cube avec une moto. Je ne m'en rappelle pas du tout. Les sculpteurs aussi. Oui, les sculpteurs à 16 heures, ouais. Donc, on reste dans la presse avec. La presse connaît quelques difficultés, la presse papier, on en reparlera Thierry, mais notre confrère de Motomag, Étienne Garçamarou, qui était rédacteur en chef, qui était chef des essais, qui était chef des essais et rédacteur en chef des hors-séries. Voilà, et chef des essais ensuite, a créé une nouvelle marque d'importation de pièces voitures US qui s'appelle Central Parts USA. On ne l'oublie pas, donc on le signale, c'est une super initiative. Bienvenue à Central Parts USA.
Et bonne chance à Étienne Garcia-Marou. Alors, on passe au deuxième flop. C'est un homme à qui on avait dérobé sa moto, qui s'est fait justice lui-même en renversant et en tuant volontairement son voleur du côté de Tourcoing. Voilà, on ne va pas analyser davantage les choses, mais bon, c'est un peu... ça arrive souvent, les vols, par exemple ici, dans la région. En province, et surtout en Bourgogne, on n'a pas d'insécurité. Non. Non, Surtout en Bourgogne. Ma maison de campagne en Ardèche, il n'y en a pas non plus. Par contre, dans le 9-4, ça doit être un peu plus compliqué. Ah ouais, c'est marrant parce que des fois, je lis les faits divers. Il y a des trucs quand même dans le coin, non Merci messieurs, merci Jean-Michel. On va accueillir maintenant Valentin Bale qui a remplacé au pied levé Eric Sélis et qui va commencer par nous présenter son Technoshop. On regarde ça tout de suite. Le Technoshop, merci Valentin de nous avoir rejoints. Salut David, bonjour à tous. Alors tu vas nous parler d'un système qui s'appelle Digward. Exactement, le Digward. Le Digward qui est le premier e-call pour moto. Alors qu'est-ce que c'est un e-call? C'est un système qui est intégré sur tous les véhicules qui permet en fait, en cas d'accident, d'appeler directement le 112. Et ça c'est obligatoire depuis le 1er avril 2018 sur toutes les voitures neuves. Par contre, pour ce qui est de la moto, il n'y a rien de prévu. Donc c'est pour ça que la société allemande Digades, qui produit notamment des systèmes électroniques pour plusieurs constructeurs automobiles, s'est penchée sur le sujet et au bout de 3 ans de test et 500 000 km, a sorti le Digward, donc le premier e-call pour moto. Concrètement, c'est un kit à installer sur son 2 roues qui se compose d'une antenne GPS, d'une puce GSM, d'un capteur de position et d'un bouton d'alerte à mettre sur le guidon. Il va donc pouvoir détecter un accident. Dans ce cas-là, il va appeler le 112 afin que les secours soient prévenus le plus rapidement possible pour intervenir également le plus rapidement possible. Vous avez même donc le bouton sur le guidon qui vous permet de prévenir manuellement, de passer un appel manuel si jamais vous avez un incident à déclarer, que ce soit vous-même ou si un accident vient de se produire devant vous. Alors l'autre avantage, c'est que le Digward, il a tout plein d'autres petites fonctionnalités, puisque si vous utilisez l'application mobile qui est disponible avec, ça va vous permettre dans un premier temps aussi d'analyser vos données de trajet, donc vitesse moyenne, etc. C'est des données qui sont confidentielles, ça ils insistent bien dessus. Oui, parce qu'après, il faudra voilà, pas y a des que gens le que ça fichier rassure soit pas. piraté. Mais ça, il n'y a pas de problème. Non, ça va permettre aussi de localiser votre 2 roues si vous avez un doute sur l'endroit où vous l'avez garé. Ça va permettre également tout simplement de servir d'antivol, puisque vous allez être alerté si quelqu'un déplace votre 2 roues, et même servir de tracker GPS si le vol est avéré. Côté prix, peut-être. Ouais. Alors côté prix, on est à 599 €, donc c'est une somme assez élevée, mais qui comprend 2 ans d'abonnement au service, qui comprend aussi la pose par un technicien de chez Technoglobe, entreprise française qui se charge de la distribution du Digward pour la France, du coup. D'accord. Fred, le Digward, t'en penses quoi? C'est intéressant à développer, éventuellement sur des motos de série? Pourquoi pas? Un peu cher. Ouais. Mais bon, on est un peu toujours surassuré, surprotégé. T'aimes pas bien ça, toi, Non. T'as le P38 dans la poche. Merci Valentin. On passe Avec tout de plaisir. suite. On passe tout de suite au débrief sport. On a beaucoup de choses à dire et notamment au tout-terrain. Le débrief sport. On va parler aussi de tout-terrain, puisque le tout-terrain, on n'a pas souvent l'occasion d'en parler dans Sans Concession. Et vous nous le faites savoir. Aujourd'hui, on a un spécialiste du tout-terrain, un champion, quelqu'un qui a fait le Dakar, Thierry Tracan, qui va nous parler d'abord du Supercross US, où il y a un Français qui a brillé. Et ouais, il y a un mois maintenant, le championnat s'est terminé depuis un mois. Marvin Musquin, super, voilà. Il a fait une très belle saison, il termine... pas au pied du podium, il termine bien sur le podium, deuxième, mais vraiment à quelques points du champion, Jason Anderson. Marvin a fait une super année, il a commencé très très fort, déjà les courses d'intersaison, de préparation du championnat américain, qu'il a toutes remportées. Et puis, première épreuve américaine, il gagne. Et puis après, il se blesse à l'épaule. Il revient très vite, mais un petit peu en dedans forcément sur les épreuves suivantes. Et puis après, il a trouvé son rythme, il a bien roulé. Voilà, il gagnait, il était placé. Il a pris une nouvelle dimension un peu, tu disais. Il a surtout pris une nouvelle dimension, moi je trouve, de 3 épreuves avant la fin du championnat. En fait, suite à un accrochage avec Eli Tomac, qui est le meilleur performeur une nouvelle fois du championnat sur sa Kawasaki, qui a gagné 8 épreuves, mais aussi qui a fait beaucoup de mauvais résultats. Donc Eli Tomac s'est retrouvé 3e du championnat. Mais bref, sur cette course-là, spécialement, en fait, Marvin a joué un peu les bad boys, les mauvais garçons. Il a tenté le tout pour le tout à quelques virages de la fin.
en serrant un petit peu méchamment son adversaire. Et puis, il a gagné la course. Et moi, j'ai l'impression qu'il a pris du volume à ce moment-là, parce que Marvin, on le voit toujours comme un pilote hyper technique, mais un peu trop gentil. Et là, cette agressivité nouvelle, en fait, moi, je crois que s'il l'apporte et qu'elle le suit l'année prochaine, les Américains vont vraiment avoir du mal, et ce serait le gars qui pourra enfin prendre la relève de Jean-Michel Balle, qui s'était imposé dans ce championnat en 1991. Exactement, donc le Supercross, le motocross aussi dominé par des pilotes KTM, de la même marque que Marvin Musquin, que Johan Zarco bientôt. Donc on disait Herlings devant Cairoli, Paul Jonas devant l'Espagnol Prado. C'est une hégémonie de la marque autrichienne. Ouais, très fort, d'autant maintenant qu'ils ont aussi Husqvarna, qui sont bien placés. Champion US. Champion US avec Jason Anderson, champion US aussi en 250 avec Osborne. Donc voilà, ils sont vraiment en force. Alors, ils ont du bon matériel. Moi, je crois qu'en championnat du monde, c'est même pas ce qui fait complètement la différence. Ce qui fait la différence, c'est qu'ils ont les meilleurs pilotes. Et Herlings, c'est clairement le meilleur pilote du monde aujourd'hui. Cairoli, 9 fois champion du monde, il a fait plus que ses preuves. Donc voilà, ils ont des pilotes exceptionnels qui sont au-dessus des autres. Donc toi, tu penses que KTM peut, à court, moyen terme, fournir une bonne moto à Johan Zarco? Il n'y a pas de raison. En tout terrain, ils se sont imposés devant les Japonais et d'autres. Est-ce que c'est différent en moto? Non. Moi, je ne pense pas que ce soit complètement différent. Je pense qu'il y a une culture de la gagne dans cette entreprise, ça c'est sûr. Pirer, le big boss, quand il touche quelque chose... Husqvarna, ils ont racheté cette marque aux Allemands en faisant que du marketing, en changeant quelques pièces, mais qui sont disponibles au catalogue KTM, des fourches, etc. Et en faisant que du marketing, ils ont réussi à installer cette marque, à lui donner une dimension. Aux États-Unis, Husqvarna, ça décolle. Ils sont très forts, et en compétition, ils ont le même état d'esprit. Au début de KTM au Dakar, on rigolait. Kenny Gardner finissait jamais une course. Et les KTM n'arrivaient jamais au bout. Maintenant, c'est la moto, c'est l'épouvantail. Si KTM gagne le Dakar depuis... Voilà. Et Fred, toi, cette hégémonie, alors on passe à l'enduro. En enduro, toi tu as Gaz fait des étincelles en ce moment. Il n'y a pas que KTM. Et non, il cherche à la rompre. D'ailleurs, pour vous, pour les journalistes, je pense que c'est pas mal aussi. C'est super. Qu'il y ait de la concurrence. Et c'est vrai qu'on revient sur le terrain cette année avec Gaz. On a gagné les 2 premières courses du championnat de France. Et aussi bien en tant que constructeur qu'au scratch. Et puis au mondial, ça se passe bien aussi. Je pense qu'on est en 3e position. Mais c'est ça qui est sympa aussi à la CIMA, c'est qu'il y a toujours eu une tradition, une culture tout-terrain. Ce que tu expliquais, vous avez perdu la marque Gaz il y a quelques années, en tout cas quand ils avaient coulé la boîte. Quand ils sont revenus tout de suite, tu as relancé. Et donc il y a toujours cette envie en fait, de promouvoir le tout-terrain. On a besoin de ça. Et d'être un acteur de la moto, mais c'est complètement complémentaire. On a besoin de la passion pour avancer. Ouais. Même si ce n'est pas un très gros chiffre d'affaires, même si la course prend une place importante, et aussi bien en énergie qu'en temps, mais bon, ça nous fait avancer. On va rester sur ces belles paroles pour passer à la rubrique Garage Prod, justement de belles réalisations. On regarde ça maintenant, le Garage Prod. C'est à Biarritz, sur la côte basque, connu pour héberger le festival Wheels and Waves, qu'est né le dernier projet Yamaha Yard Built. Yard Built, ce sont ses préparations signées de la marque japonaise. Cette fois, la marque aux 3 diapasons a fait appel à Dab Motors. Derrière Dab Motors, c'est Simon Dabadi, un préparateur du coin de Biarritz, fan de nouvelles technologies. Sa vision des nouvelles technologies s'exprime au travers de cette nouvelle moto, l'Alter. Parmi ces nouvelles technologies, il y a notamment le Polyshape. C'est un processus de fusion par faisceau laser avec des machines qui impriment de manière efficace des objets en 3D. Simon a d'abord scanné la moto en 3D, puis conçu chaque pièce pour l'adapter parfaitement. Avec ce procédé Polyshape, Dab Motors a fabriqué un arrière de cadre, a fabriqué des supports de guidon, des têtes de fourche, un support de phare, tout ça en aluminium, en utilisant plusieurs métaux, de l'acier au titane, en passant par l'aluminium. Alors il y a la fabrication de l'arrière de la moto, avec ses parties alu, fabriquées en 3D, avec de nouvelles pièces plus légères, 50% plus légères que les pièces d'origine, greffé à la XSR 900. Et puis il y a aussi le châssis, la carrosserie
de cette XSR conçue de façon numérique également. Simon Dabadi a fait appel à la société basque Compositadour Research qui a utilisé un robot pour usiner un ensemble de moules. Pour le carénage de l'haltère, Dab Motors a fait appel à la fibre de lin qui est différente de la fibre de carbone ou de la fibre de verre avec de bonnes propriétés mécaniques et surtout c'est translucide. Dab Motors a utilisé ce procédé pour le carénage complet avec un habillage de tête de fourche asymétrique et le plus impressionnant est évidemment le système complet de phare à LED qui brille à travers ce carénage de fibre de lin grâce au côté translucide naturel de cette fibre. Enfin, cette XSR Alter fait appel à de nombreuses pièces de qualité comme Brembo, des suspensions Öhlins, des roues en carbone Rotobox, des pneus Michelin Road 5, un kit arrière Gilles Tooling et des embouts Rizoma. On passe tout de suite au débat. Le débat, la Chine peut-elle devenir un concurrent sérieux des motos européennes et japonaises? Je crois que c'est plutôt bien parti, Fred, non? Qu'est-ce que tu en penses? C'est plus que parti. Hein. Je pense qu'il y a eu une démonstration dans les années 70 avec le Japon, si on parle d'Asie, où ils ont commencé à copier et après ils ont fait des produits que l'on connaît. Hein. Ensuite, Taïwan également a suivi, les meilleurs vélos, les meilleurs cadres, les meilleurs châssis, c'est Taïwan. Donc aujourd'hui la Chine beaucoup plus grand, où tout le monde sous-traite. Donc quand on parle de toutes des grandes marques, c'est soit l'Inde ou soit la Chine aujourd'hui. Thaïlande aussi, un peu. Comment en Thaïlande aussi. Thaïlande aussi, oui, bien sûr. Mais bon, c'est surtout la Chine et l'Inde où tout est sous-traité, que ce soit les produits d'injection, les relais, tous les accessoires, les jantes, toutes les motos du monde entier, et même l'automobile, se servent là-bas. Donc en fait, ces gens-là travaillent pour le marché domestique depuis des années. Ils font des millions et des millions de matériel. Ils vendent comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vendent des 4L et des 2 chevaux parce que de toute manière, la clientèle ne peut pas acheter autre chose. Aujourd'hui, nous, on les utilise pour nos produits. Nos produits, moi, je me considère comme un marchand de jouets. Donc aujourd'hui, je veux la qualité, je veux la beauté, je veux que le produit soit bien fini et pas seulement fonctionnel. Donc à moi de donner le cahier des charges. Le côté industriel, c'est eux. Leurs usines sont modernes, elles sont parfaites. Ils ont simplement besoin d'apprendre, donc c'est mon rôle, et heureusement qu'ils ne savent pas, autrement je ne serais pas là. Aujourd'hui, donc, je fais les prototypes, je leur donne la marche à suivre et les goûts pour l'Europe et aussi bien pour les États-Unis. La marche à suivre. Hein, la marche à suivre, voilà. Et je pense qu'on fait une belle réussite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les outils modernes, je me déplace plusieurs fois dans l'année, mais il y a l'avion pour recevoir les prototypes, il y a aussi l'informatique. Combien de fois dans l'année tu te Trois déplaces fois en Chine, environ, 3 fois environ. Et puis tous les jours des dossiers techniques, hein, avec photos à l'appui, avec modifications, et ils sont très très réactifs. Donc je suis très content de travailler avec eux. Donc la nécessité d'avoir des produits de qualité, est-ce qu'à terme, ils ne peuvent pas te prendre un petit peu, te subtiliser tes idées, tout ce que tu dis, ils ne savent pas, mais ça va venir. C'est évident, quand ils vont savoir, et ils vont essayer de s'implanter. Mais bon, de mon côté, j'essaye de me sécuriser quand même. Dans ma gamme, j'ai 3 usines. D'accord. Et ma marque, c'est pas Chineret, c'est pas Quinky, c'est Mash. Donc déjà, je me protège un petit peu. D'accord. Valentin, dans les équipements, il y a beaucoup de sous-traitants également du côté de la Chine ou de l'Inde? Alors il y a beaucoup de sous-traitants, oui et non, parce que moi je vois, ne serait-ce qu'au niveau des casques, vraiment chaque pays généralement fabrique dans le pays de sa marque, en fait, tout simplement. Après, il y a quand même quelques exceptions, et il y a des pays, enfin, il y a des marques qui font fabriquer en Chine. Alors après, niveau qualité, il y a un petit peu de tout aussi, hein. Donc je dirais, tout dépend en fait du cahier des charges, tout dépend du tarif, parce que si on veut quelque chose de haut de gamme, c'est pas parce que c'est chinois que ça va être forcément mauvais. Au contraire, il faut juste savoir ce qu'on veut comme type de produit. Après, bon, c'est vrai que ça pollue aussi des fois à l'image, c'est qu'il y a énormément de copies chinoises, de choses qui arrivent. Et nous, on voit le cas de contrefaçon, par exemple sur les casques Arai. Voilà, on a des faux Arai en ce moment qui arrivent. Qui inondent le marché là en ce moment. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez problématique parce que nous, Ils sont vendus combien qu'on peut acheter une cinquantaine ou une centaine d'euros maximum, mais que certains protègent les cheveux. Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que quand on le voit comme ça, quand on n'a pas l'œil, on se dit que c'est un Arai.
Mais après, quand on connaît, nous, on arrive à dire que le problème, c'est que ça peut être un joli casque, mais un casque, c'est fait pour protéger de base. Toi, Thierry, tu connais bien la Chine. Tu connais bien la Chine pour plusieurs raisons. Tu as roulé. J'aime bien. T'aimes bien la Chine. Non, mais tu as roulé pour un team chinois, le team Zhongshen, avec ton ami Bruno Bonnuil, à qui on pense. Avec notre ami. Qui était mon coéquipier en endurance d'ailleurs. Voilà. Et ben voilà, on a partagé, on a eu la chance d'être avec lui. 5e au 24 heures du Mans avec lui. Thierry a fait 9e du Bol d'Or, je crois, avec lui en 2000. En 2000. Voilà. Et donc, sous la houlette de Michel Marqueton à l'époque. Donc, et puis ensuite, tu es allé faire un rallye en Chine qui s'est mal terminé parce qu'il y a un de tes mécaniciens, je crois, qui a un accident. Ouais, c'était un ami qui a eu un accident de circulation en fait. Là-bas. Et donc, Gérard Anthony. Ouais, donc. La Chine, toi, tu en as quelle perception du marché chinois, de l'engagement chinois en compétition aussi, parce que c'est de cet aspect. Oui, alors si on prend la marque Zhongshen, donc en 2000, en fait, c'était une marque toute récente, Zhongshen. Moi, je le mesurais pas du tout à l'époque. Ça faisait quelques années en fait qu'ils fabriquaient de la moto et qui fabriquaient des motos, et donc ils étaient partis avec des Suzuki. C'était peu importe. Ils faisaient rouler des GSX-R 1000. Ils faisaient rouler des GSX-R 1000. Enfin. Ils ont été champions du monde en 2002 avec des GSX-R 1000, avec notamment Bruno Bonnuil. Nous, on avait des RC45 pour la course au Bol d'Or. Et voilà, donc eux, ils avaient envie de faire de l'image, en fait, de la notoriété, se faire connaître. Donc ils ont été champions du monde, donc ça, c'était plutôt bien parti. Mais il y a quelques mois, j'étais chez Zhongshen, justement. Et Zhongshen, quand on arrive, c'est ce que disait Fred, on ne mesure pas, mais c'est une ville. Il y a des immeubles, et moi, je pensais que c'était les immeubles qu'on voyait au loin, qui ne faisaient pas partie de la structure. Il y a 10 000 personnes qui vivent sur le site, il y a 6 000 personnes employées, il y a une piscine olympique, il y a des magasins, des restaurants qui sont dans la ville. Enfin, dans la ville, le lapsus, dans l'usine. Ah ouais. Donc il y a beaucoup de moyens, mais le R&D, ils ont un R&D ultra moderne, mais très très neuf, etc., où ils commencent à embaucher des ingénieurs qui viennent d'autres pays. Et ce qui t'explique, simplement, c'est qu'en Chine, la moto, pour eux, c'est tout récent. Comme le disait Fred, ils font des motos depuis longtemps pour les gens. Des produits utilitaires. Voilà, des produits utilitaires. Mais la moto, elle se développe à l'occidental depuis quelques années. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que pour l'instant, ils copient encore, et ils s'en cachent pas. Ils disent on copie les formes, on s'inspire des technologies, etc. Parce que le R&D est encore trop lourd à mettre en place. Mais il dit dans quelques années, on sera capable de le faire et on créera nos propres produits. Donc là, il y a un manque de culture, bien sûr. Il y a un peu de danger sur les marchés, les modèles européens. On le voit aussi sur les grands salons. Je pense au salon de Milan où d'année en année, on a de plus en plus de marques chinoises justement qui essaient de montrer ce qu'elles savent faire, ce qu'elles commencent à faire. En automobile, même s'ils ne sont pas Euro 6, donc ils ne pénètrent pas en Europe, ils ont de très beaux véhicules. Ouais, mais chez Zhongshen, c'était marrant parce que on se baladait, ils font tout. Hein. Ils font la fonderie, les fonderies moteurs, les plastiques, et tout vient de là-bas, tout est fait sur place. Voilà. Et à un moment, il me disait en photo, tu fais ce que tu veux, pas de problème. Alors qu'il y avait des panneaux partout, pas faire de photos. Bon, alors moi, je faisais des photos. À un moment, il y avait quelque chose de très beau, des grandes pièces. Donc je savais que c'était des pièces qui appartenaient pas à une moto. Et c'était automobile. Et ça, je faisais des photos. Et là, ils arrivent, ils disent non, ça, il faut pas faire. Parce qu'en fait, c'était un très grand constructeur européen qui faisait des pièces qui sont sous-traitées là-bas. Donc, ils savent faire. Les iPhones sont faits en Chine. Il n'y a pas de problème. La technologie, ils savent faire. Donc, c'est ce qu'il faut, d'image un peu. Sur à Chongqing, c'est une véritable ville aussi. C'est une véritable ville. C'est le contrôle de qualité. Ce qui est important encore aujourd'hui, je pense que Fred le dit, c'est surveiller, amener l'image que tu veux faire. La réalisation, ils savent faire. Après, c'est le contrôle de qualité. Ils fabriquent des produits pour le marché domestique. Ils fabriquent une moto, c'est pour rouler à 5 sur c'est papa, maman et les trois enfants. Les repose-pieds bien larges pour mettre le carton. Et nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vend des jouets. Donc, c'est pas du tout le même cahier des charges. Maintenant, ils vont s'adapter, ils vont faire. Au début, ils comprenaient pas trop. La longueur, il fallait que je leur donne toutes les mesures, le sélecteur. Parce que forcément, les Européens sont plus costauds, ils ont plus grands, les bras, la longueur de bras. Je pourrais raconter des histoires avec la Corée du Sud, avec Yosung, où il m'a fait un scooter, j'étais comme ça. J'ai demandé à voir le mec du RD, il était haut comme ça, quoi. En fait, donc voilà, donc le marché chinois. Mais ça va forcément pour aller très vite. D'accord, donc merci, en tout cas, merci de nous avoir accueillis, Fred, dans ton magasin de jouets. Voilà.
Merci Valentin d'être venu. Merci Avec Thierry plaisir. de t'être déplacé depuis Bonnard où tu résides. Ouais, je suis venu en vélo, ça me fait 170 km. Voilà, merci. Ça monte pour repartir. Merci à vous tous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Eric Sélis pour un prochain épisode de Sans Concession. En attendant, n'oubliez pas de commenter, de partager notre émission et d'aimer notre page, liker, comme on dit, notre page Facebook et notre page YouTube. À très bientôt, la semaine prochaine. Salut. Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr.